Bonjour et bienvenue à cette septième, si je ne me trompe pas, séance d'introduction à la blockchain, introduction juridique. Je m'appelle Jolo Christian et je suis votre formateur du jour. Récemment, l'ELI, qui est l'Institut européen de droit, European Law Institute, a sorti un rapport qui m'a effrayé. Ce rapport, vous pouvez le trouver en anglais en tapant ELI, E-L-I, Principles of the Use of Digital Assets as Security. Si je le traduis littéralement, c'est principe d'utilisation d'actifs digitaux comme sûreté ou comme actifs de sûreté. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce rapport de l'ELI. Nous allons plutôt, je vais vous inviter à entrer dans ce vaste monde de la cryptosphère pour comprendre pourquoi ce rapport m'a effrayé, ou du moins son contenu. Pour ce faire, je vais vous demander de voyager avec moi dans deux mondes complètement différents que j'ai mis ici. Le premier monde que vous voyez directement, c'est un monde économique. Je m'inspire du travail de Lisa G. Tan, qui a écrit un formidable livre, plutôt d'aspect économique, intitulé Economics and Math of Token Engineering and DeFi. Je vous invite et je vous conseille de lire ce livre. Il vous ouvrira des connaissances auxquelles vous n'avez pas encore accès. De l'autre côté, j'ai un autre monde. Celui-là, plutôt juridique, plutôt légal. Il s'agit du livre de Leo Wolleraich, qui a écrit un livre intitulé Blockchain Governance. La particularité de chaque type d'écriture, c'est qu'elle est basée principalement sur leur sphère, leur spécialité. Et ce qui fait que je les évoque, c'est le fait qu'ils se sont penchés sur la nature, les fonctions des différents tokens qui jusqu'alors ont pu être théorisés, puis créés, puis distribués par la communauté blockchain et DLT à travers la planète. Nous commençons par Leo Wolleraich, qui a écrit Blockchain Governance. Léo nous dit qu'il existe 13 différents types de tokens existants. Qu'est-ce que cela signifie légalement? Légalement, cela signifie que à chaque fois qu'un projet blockchain naît, soit il crée un nouveau type de token qui n'a aucun statut juridique, ou alors il crée un nouveau type, il crée un token qui, lui,
peut être identifié dans ces 13 différents types de tokens. Le premier qu'il identifie, c'est les tokens de type crypto-monnaie, donc monnaie échangeable. Le plus connu de tous, c'est Bitcoin, avec petit b. Il est utilisé pour s'échanger de la valeur sur le réseau, principalement Bitcoin avec grand B. Sa fonction, on la connaît tous, c'est une fonction clairement bien définie de monnaie, currency en anglais. Ensuite, il identifie un deuxième type de token qui, lui, est un token de réseau. En principe, tous les tokens natifs qui existent ou bien qui apparaissent avec une blockchain, c'est le token de réseau. Le token de réseau Ethereum, c'est l'Ether. Le token de réseau de Cardano, c'est l'ADA. Le token de réseau de Bitcoin, c'est le Bitcoin, le BTC, etc., etc. Ensuite, il va donc, Léo, identifier un autre type de token qu'il appelle le token d'investissement. Alors, un token d'investissement peut être défini de différentes façons. Et l'une de ces façons, c'est par exemple de dire, j'ai un projet blockchain et j'ai besoin de fonds. Pour pouvoir lever ces fonds, je vais émettre un token bien spécifique qui permettra à leur détenteur de pouvoir avoir accès à des retours, à des revenus. Vous voyez que il y a une très petite, presque indistincte frontière entre le token d'investissement dont je viens de parler au niveau du toit et le token de sûreté dont a parlé Lélie. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, nous avons le token d'exploitation. Un token d'exploitation, c'est un token qui me permet d'avoir exclusivement accès à un service bien particulier, bien défini. Par exemple, une boîte de nuit peut émettre un token d'exploitation. Ce token me permettrait uniquement, par exemple, s'il est émis sous forme de NFT, de rentrer une seule fois dans la boîte. Ou alors s'il s'agit de stade pour un événement. Ce token ne serait valable qu'une seule fois. Ensuite, j'ai le token de travail. Le token de travail, à la différence du token d'exploitation, me permet de contribuer à quelque chose. Ça veut dire qu'il peut être instantané, donc utilisable une seule fois. On me demande, par exemple, on me dit que j'ai le droit de réagir une seule fois dans une assemblée, comme une sorte de droit de veto. Et donc, moi, je choisis le moment que je pense être idéal pour moi pour défendre mes intérêts et j'utilise ce fameux token de travail. Ensuite, nous avons le token hybride. La particularité du token hybride, c'est qu'il réunit les fonctions du token d'exploitation et du token de travail. Ça veut dire que si on revient à nouveau à la boîte de nuit, ou bien à un cabaret, je peux entrer dans cette boîte de nuit
Et je vais exercer mon privilège d'avoir accès, par exemple, à la zone VIP une seule fois. Ou alors d'avoir accès ou d'avoir gratuitement un verre de champagne, etc., etc. Token hybride. Ensuite, token de DApp, eh bien, ce genre de token vous permet d'accéder à une application décentralisée. Ça peut être l'accès de, par exemple, d'un protocole DeFi à un autre, par exemple de Maker à AV. Pourquoi pas? C'est généralement sous forme d'API. Ensuite, nous avons le token d'utilité. Ce token d'utilité permet d'avoir accès à un service. Je m'explique. Je prends un exemple, Ethereum. Ethereum a un token qui s'appelle l'Ether. C'est là que ça devient compliqué. L'Ether est utilisé comme, au sein du réseau Ethereum, un token de réseau, mais en même temps, une forme de crypto-monnaie, mais surtout, sa valeur première, la quintessence de l'Ether, c'est tout simplement un moyen qui me permet d'utiliser le service de Ethereum. C'est comme aujourd'hui le token de la blockchain Binance ou Binance. Le rôle de ce token Binance, il est unique, c'est de me permettre de pouvoir, par exemple, valider une transaction, payer des frais au réseau. Ni plus ni moins. J'ai ensuite le token de sûreté, qu'on appelle les security token. Lui, il est particulier dans la mesure où le réseau, ou du moins le protocole qu'il utilise, met en place des garde-fous juridiques qui permettent de protéger l'investissement des investisseurs qui ont mis leur argent, ou des personnes qui ont mis leur argent dans un projet. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir émettre un token de sûreté, il faut avoir parcouru un chemin juridique qui fait de l'État un tiers de confiance. C'est pour ça qu'on l'appelle un token de sûreté. Il apporte de la sécurité dans l'investissement. L'investisseur sera moins inquiet de la confiance qu'il fera au projet que de l'aboutissement pécunier du projet. Alors que lorsqu'on utilise un token d'utilité, l'investisseur doit se faire du souci pour deux choses. Est-ce que je dois faire confiance à ces gens-là? Et est-ce que ce projet sera rentable? Est-ce que mon investissement va me rapporter une plus-value? Je me répète. La différence entre un token de sûreté et un token d'utilité, c'est que dans le cas d'un token d'utilité, l'investisseur se pose deux questions. Est-ce que je dois faire confiance à ce projet et à ses porteurs? Et est-ce que ce projet va me rapporter une plus-value? Alors que lorsqu'il s'agit d'un token de sûreté, l'investisseur ne se pose plus la question de la confiance qu'il doit faire au porteur de projet, mais plutôt
il se pose la question de savoir si ce projet va lui rapporter une plus-value. Ensuite, nous avons le token adossé à un actif. Alors, attention. Nous avons le token de sûreté qui est censé être la représentation d'un actif. Mais d'un actif qui a dû subir tout un parcours juridique. Alors que de l'autre côté, nous avons un token adossé à un actif qui pourrait ne pas avoir du tout, mais vraiment pas du tout suivi de parcours légal. Qui n'est pas un token sûr. Exemple, un tableau d'art que je transforme ou que j'NFTise, que je représente par un NFT. Eh bien, on va dire que ce NFT est adossé à une valeur réelle, à un actif réel qui est ce tableau d'art. Mais est-ce que j'ai dû passer par un parcours légal qui m'obligeait à m'assurer, comme on le ferait lors d'un token de sûreté? Non. Le token de sûreté, investissement. Super important de faire ce point. Ensuite, le token d'action, en anglais share. En gros, c'est on se rappelle de la loi Pacte de 2018 qui permet désormais de tokeniser des actifs d'une entreprise non cotée en bourse. Exemple d'entreprise pouvant être tokenisée, une SAS, une SASU. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, DeepFab, notre startup, a développé une solution de tokenisation des actifs sur Polygon et Ethereum. Donc, si vous allez sur le site de DeepFab, vous pourrez cliquer je teste une DAO et vous pourrez le tester avec votre compte MetaMask. Ensuite, nous avons le token de récompense. Actuellement, au sein du réseau Ethereum, il y a quelque chose qui se passe. On essaye de changer de consensus algorithmique de validation des transactions et de sécurisation du réseau. On essaie de passer de la preuve de travail, POW, à la preuve d'enjeu, POS. Et dans l'une de ces propositions, Vitalik Buterin, un des fondateurs du réseau Ethereum, proposait justement aux mineurs qui utilisaient la preuve de travail, la POW, d'être récompensés non plus par le token Ethereum, mais plutôt par une autre forme de token. Bon, on s'entend bien que pour les mineurs, ce n'est pas concevable. Parce que c'est le minage, c'est leur activité principale. Ensuite, ou du moins enfin, le token de valeur d'un réseau. Eh bien, on va encore revenir sur ce que je vous avais dit ici. Eh bien, ce token de valeur permet tout simplement de se dire que, en le détenant, il y a cette possibilité
qu'un jour, elle me rapporte une plus-value. Est-ce que vous avez compris les petites nuances qui existent entre chaque token? Parce que c'est très très important pour pouvoir analyser le travail de l'Institut européen du droit, l'ELI, European Law Institution. Pourquoi? Parce que dans mon analyse, je me suis rendu compte que le travail qui a été fait, c'est un travail très simpliste qui s'est voulu fuyard. Pourquoi je dis fuyard? Eh bien, l'Institut a tout simplement décidé d'interpréter la loi, le règlement, de cette façon. Il n'existerait que deux types de tokens. Un token d'utilité et un token de sûreté. Quelle est la nature du token d'utilité? Impossible à définir. Pas de statut juridique. Par contre, un token d'utilité, s'il est factuellement contrôlé par une personne, physique ou morale, peut être défini comme un token de sûreté. Dès qu'il est mis, ou bien dès qu'il est mis à disposition sous forme d'investissement. Et j'allais justement prononcer ce mot-là qui n'est pas du tout apparu, ou presque pas apparu, dans le rapport qu'a fait l'ELI, le terme collatéral. Ce terme est très important pour la blockchain sphère. Pourquoi? Parce que c'est ce thème-là qui a permis à ce que de nombreux protocoles, par exemple de la finance décentralisée, se développent sans embâche. Mais cela sous-entend que désormais, si j'utilise mon Bitcoin comme collatéral sur un projet de finance décentralisée, eh bien, ce Bitcoin que j'ai utilisé comme collatéral sera défini comme token de sûreté. Et donc, cela sous-entend que l'entreprise qui sera à l'origine de ce token-là va devoir suivre tout le parcours juridique pour être aux normes. Ce n'est pas négatif. Par contre, c'est une autre lourdeur administrative en plus qui vient s'ajouter aux autres. Quand je dis les autres, c'est l'AMF. Sans oublier qu'aujourd'hui, il n'y a pas de statut juridique, par exemple, des DAO. Sans compter toutes les dépenses qu'il faut à une start-up pour être créée. Cela sous-entend que finalement, ceux qui seront en mesure de créer une start-up dans la blockchain, ça va être les mêmes. Les grandes boîtes
ceux qui peuvent, ceux qui ont assez, un réseau social assez riche, donc des gens qui sont privilégiés, qui pourront créer au sein de l'Union européenne des startups blockchain demandant un investissement en échange d'un token, qu'il soit d'utilité, de sûreté, de récompense, de réseau, et j'en passe. Et ça, c'est ce qui m'effraie. Parce que je n'ai pas un réseau riche qui me permette de pouvoir suivre tout le parcours de sûreté, de token de sûreté. Et donc, si je n'ai pas ce réseau riche, ça veut dire que j'enterre mon projet ou alors je change d'espace géographique. Ça, c'est problématique. Ensuite, nous voyons la classification qui a été faite par Lisa Giton dans son livre. Pour elle, elle estime qu'il y a 4 types de tokens. Le token de sûreté, que l'on vient de voir. Le token d'utilité, que l'on vient de voir également. Le token monétaire, c'est la même chose que la crypto-monnaie. Et enfin, le token stable. Si vous remarquez bien, le token stable apparemment n'existerait pas ici. Pourtant, il est là. Pourquoi est-ce que je m'arrête sur ce point-là? Token stable, pour une raison. C'est parce que, on a vu les récents scandales déjà. Terra qui a brûlé. C'est parce qu'il faut toujours un fameux collatéral pour pouvoir émettre un token stable. Exemple d'entreprise, ou plutôt de protocole permettant d'émettre un token stable, c'est le MakerDAO. Pour pouvoir émettre un token stable, il y a 3 possibilités. Soit collatéralisé, $1 pour un token, USDC, USDT, si je ne me trompe pas, l'un des deux. Ensuite, super collatéralisé, over collateralized. Ça, c'est le cas de MakerDAO. Ou alors, consensus algorithmique. Exemple, Terra. Donc, si on part de MakerDAO qui fait du 150%, c'est pour ça qu'on dit qu'il est over collateralized. Voilà.
eh bien, ce over collateralized va être appelé donc over securitized, je suppose. J'imagine parce que un MKR le MKR c'est le token qu'il faut pour créer du DAI. Et c'est un collatéral. Mais désormais, je suppose qu'avec le travail de l'ELI, on ne dira plus collatéralisation, on dira simplement token de sécurité. Ou pardon, token de sûreté. Et donc, cela sous-entend que tous ceux qui détiennent des MKR en France ou dans l'Union européenne sont dans l'illégalité. Cela sous-entend encore que le protocole MKR dans lui-même est dans l'illégalité et qu'il faut que il oblige tous ceux qui détiennent le MKR à passer le KYC. Est-ce que vous comprenez les implications par étage? Voilà ce que j'appelais ce qui m'a effrayé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous invite fortement à lire ces deux auteurs. Quand même leurs livres peuvent paraître parfois assez techniques. C'est pour ça que je vais vous inviter à suivre d'abord mes formations. Vous pouvez les trouver gratuitement sur mon site, sur notre chaîne YouTube qui s'appelle DeepFab également, DIPFAB. Vous pouvez, si vous voulez également, vous faire former à partir de notre site. Vous allez sur DeepFab, DIPFAB, vous cliquez sur Campus et vous choisissez votre formation et nous vous appelons. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle séance d'introduction juridique à la blockchain.